En Grèce, installée dans la région de l'Attique, nous allons vous parler d'une ville à l'incomparable rayonnement. Athènes. Cette future mégapole va réussir un pari fou, faire de la péninsule grecque l'un des berceaux de la civilisation occidentale. D'une certaine manière, c'était dire Athènes, c'est la Grèce. Les Grecs vont concevoir des machines incroyables qui vont révolutionner l'architecture et donner naissance à l'un des plus beaux temples du monde, le Parthénon. Un monument constitué de 22 000 blocs de marbre pour un poids de 100 000 tonnes. Un temple splendide, destiné à accueillir une incroyable statue d'Athéna de plus de 10 mètres de haut, recouverte d'or et d'ivoire. La précieuse statue sera couverte d'1 tonne d'or. C'est pas un temple en réalité, c'est plutôt une banque. Athènes incarne un monde, le monde grec de l'Antiquité, et cela résonne immédiatement avec les fondements de la démocratie, il y a 2500 ans. C'est de ce côté de la place de l'Agora que la démocratie est inventée. Grâce à l'urbanisme d'Athènes, partons à la rencontre de la remarquable civilisation grecque, à l'héritage millénaire. Le Pirée sera l'un des plus grands ports du monde occidental. Un petit port de pêche, soudain capable d'abriter une flotte de 200 vaisseaux de guerre. Athènes, victorieuse contre les Perses lors de la bataille navale de Salamine, devient numéro 1 et va rayonner sur plus de 200 cités. Ville phare, ville-monde, Athènes érige le théâtre de Dionysos, le premier théâtre d'Occident. Elle rassemble les créateurs de génie, les pionniers de la sculpture, des mathématiques, de la pensée, des lettres et des arts. Vous allez découvrir le visage et la construction de la première mégapole d'Occident, Athènes, l'une des plus grandes villes de l'Antiquité, comme vous ne l'avez jamais vue. Athènes et sa région, avec son célèbre port du Pirée, comptent 3,7 millions d'habitants. Sur un territoire de 428 km², la métropole cosmopolite rassemble près d'un tiers de la population grecque. Athènes est la plus grande ville de Grèce. Le port du Pirée, qui est l'un des ports majeurs de commerce international, est aussi le plus grand port de passagers d'Europe, avec plus de 8 millions de passagers transportés. Athènes est une destination touristique phare en Europe. Et parce qu'elle est l'une des plus anciennes villes du monde, elle n'en finit pas de nous captiver. Et l'on se demande comment tout a commencé. Tout a commencé sur une colline déshéritée de l'Attique. Ce promontoire rocheux forme un abri naturel. Et les rares habitants s'y réfugient en cas de danger. Puis ils y aménagent un petit fortin pour mieux se défendre. Autour du rocher de l'Acropole, il faut imaginer quelques groupements de population que l'on appellera des groupements tribaux. La population vit de manière rudimentaire, d'agriculture et d'élevage, dans de petits hameaux dispersés. À l'âge du bronze, le site appartient à la civilisation mycénienne. La sécurité reste une préoccupation majeure, et l'on entoure le rocher de l'Acropole d'une muraille épaisse de 3 à 4 mètres sur une aire de 310 mètres de long par 125 mètres de large. Sur cette terrasse, le roi a aménagé un palais monumental. Il n'en reste presque rien, mais peut-être ressemblait-il au palais mycénien de Knossos, situé à 350 km d'Athènes en Crète. Ce palais mycénien devait présenter de grandes similarités avec celui d'Athènes disparu. On remarque qu'à cette époque, les pierres sont assemblées de manière aléatoire. Les Mycéniens furent la première civilisation importante du monde grec, caractérisée par leur architecture fortifiée, en particulier par ces murs gigantesques, appelés cyclopéens, qui structurent le palais.
Les murs et les colonnes sont peints de couleurs vives. On se soucie de décors et de couleurs. Les fresques murales représentaient des scènes de guerre ou de chasse. Dans la région d'Athènes, une question cruciale se pose. Il faut résoudre la problématique de l'eau. Les premiers habitants vont construire un puits spectaculaire, vider une crevasse de 34 mètres de haut, bâtir d'immenses escaliers de bois et une plateforme pour atteindre l'eau souterraine. C'est hélas un échec. L'ouvrage imposant s'effondre sur ses usagers. La deuxième tentative s'avère meilleure. Au lieu d'un seul puits immense, ils utiliseront de multiples petits puits de moins de 3 mètres, peu profonds et sans danger. Une muraille, quelques maisons, quelques puits, quelques tombes. Bien trop peu pour mériter le statut d'une ville. Mais cela donne au site sa configuration. La disparition de la civilisation mycénienne est pour nous extrêmement mystérieuse. On penche plutôt pour des révoltes internes. Le palais mycénien a disparu. Seule la muraille est restée sur l'acropole. Les hameaux ont évolué en villages séparés, faciles à attaquer. Il faudrait s'unir pour obtenir de meilleures conditions de vie. Le processus va prendre 600 ans. Mais la décision est prise, se regrouper en une seule cité fédératrice, avec en commun les mêmes lois, les mêmes devoirs et les mêmes cultes. En moins 800, Athènes existe officiellement. Cette unification volontaire des habitants va bouleverser son destin. Il faut savoir que dans l'histoire, toujours, les villes ont été sous la protection d'un dieu. Selon la mythologie, ils étaient alors 2 dieux à convoiter la cité et son territoire. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, et Poséidon, dieu de la mer. Il appartenait à l'assemblée des dieux de voter pour leur candidat préféré. Mais Zeus, refusant de trancher entre sa fille et son frère, aurait refusé de voter. Or, les déesses votèrent unanimement en faveur d'Athéna. Et il se trouve qu'elles étaient plus nombreuses que les dieux, d'une voix. Athéna serait ainsi devenue la déesse mère de la cité, et Athènes son plus beau sanctuaire. À l'âge du fer, Athènes, désormais sous la protection d'Athéna, la ville peut se développer. L'acropole, la colline sacrée qui servait de refuge naturel, va être le point de départ de ce développement. Le promontoire rocheux offre un espace de 270 mètres par 150 et s'élève à 156 mètres au-dessus de la mer. Tout commence par le sacré, avec l'édification d'un sanctuaire dédié à Athéna qui accueille un autel, un temple et une statue. Et se poursuit probablement au nord par une agora. L'agora est une grande place publique où les habitants se réunissent et règlent les problèmes de la cité. Au pied de la colline vont se développer les commerces et les quartiers d'habitation. L'Athènes antique est très petite comparée à la métropole moderne. Elle occupe intramuros un espace de 2 km d'est en ouest et un peu moins du nord au sud. Quelques hommes habitent dans l'espace sacré. Probablement l'élite, si l'on en croit la richesse des tombes trouvées sur l'acropole. Nous ne disposons pas de chiffres attestés, mais il est raisonnable de supposer que la population des débuts n'atteint que quelques milliers d'habitants. Il n'y a alors pas d'étrangers et peu d'esclaves. Sur le territoire de la cité, le fer a désormais fait son apparition. Et les fermiers, ravis d'utiliser des haches et des outils de métal, ont l'occasion de produire et de gagner davantage. La société athénienne reste tournée vers la terre. Elle est gouvernée par des aristocrates, les plus riches propriétaires terriens. Ce qui ne change pas au 8e comme au 7e siècle reste la préoccupation majeure de l'eau. Pourquoi ? La population s'est accrue et ses besoins également. Le pays est chaud, soumis à la sécheresse, et les 3 cours d'eau de la ville n'empêchent pas la pénurie. 2 solutions se présentent alors. Premièrement, utiliser des puits, ce qui existe depuis les temps les plus anciens. Deuxièmement, recueillir les eaux de pluie, tout d'abord dans de grandes jarres semi-enterrées. Mais il y a mieux,
avec des citernes de grande capacité s'inspirant de la forme de ces jarres, des citernes souterraines en forme de bouteilles géantes. Elles présentent une ouverture au sol de moins d'1 mètre sur une profondeur de 2 mètres avant de s'élargir à 3 ou 4 mètres. Les habitants ne s'arrêtent pas là et pensent à relier plusieurs citernes entre elles par une galerie. Les riches maisonnés en posséderont 4 ou 5. Malheureusement, cela n'est pas suffisant pour contenter l'ensemble de la population qui manque d'eau. Il faut approvisionner l'eau à ses habitants. Il faut amener de l'eau de loin, de là où il y en a en quantité. Ça va être donc la construction d'un grand aqueduc qui va amener de l'eau dans le centre de la ville. Les Grecs pouvaient construire de très bons aqueducs, autant que la gravité le permettait. Du début à la fin, la pente devait être continue. Et ils pouvaient le faire sur bien des kilomètres. Ainsi, les Grecs pouvaient amener de l'eau à 10, 15, 20 kilomètres de la ville. L'aboutissement de cet aqueduc nous amène ici, à l'angle sud-est de l'Agora. Cet endroit, qui présente les vestiges d'une fontaine romaine, est le lieu certain du premier bâtiment public à offrir l'eau courante à volonté. La fontaine à 9 bouches est la première fontaine publique du monde occidental. La fontaine se présentait comme un bâtiment rectangulaire de 120 mètres carrés, composé d'une salle principale, signalée par 3 colonnes doriques, flanquées de 2 petites pièces. L'eau s'y déversait en continu dans un bassin, via ses 9 orifices en tête de lion. La fontaine Énéakrounos fut la première fontaine publique d'Athènes, mais aussi un des rares lieux où les femmes se retrouvaient et avaient l'occasion de se lier d'amitié en remplissant leurs vases. La grande nouveauté dans l'Antiquité, c'était de construire cette grande fontaine qui amenait l'eau de la montagne dans le centre d'Athènes. Ce n'était pas à la maison, mais c'était une révolution. Parce qu'il ne fallait pas avoir son puits ou sa citerne, il y avait de l'eau offerte à tout le monde, en commun. Bien que peu bâtie, l'Agora est alors perçue comme un espace réservé aux usages collectifs et il est naturel que la première fontaine de la ville s'y installe. Au VIe siècle, le Parthénon est toujours un lieu sacré. Sous l'édifice actuel, on trouve les traces d'un ancien temple. Il y a toujours eu un temple sur l'Acropole. Dans l'histoire, ce temple a été détruit et refait à plusieurs reprises. Pour l'édifier, il a fallu aménager un plateau de 2 km², le niveler et le remblayer, puis y apporter 8000 m³ de blocs de calcaire d'un poids moyen de 2 tonnes. Il s'agissait d'un temple dépouillé, avec de simples colonnes, mais d'une taille stupéfiante. 1570 m², avec 6 colonnes en façade et 14 sur ses flancs. Le temple des débuts, dont il ne reste rien à part les fondations, devait mesurer 75 mètres de long par 30 mètres de large. Des dimensions plus importantes que le Parthénon que nous connaissons. Alors que la ville grandit, l'agitation qui y règne est inquiétante. Au VIe siècle, le mécontentement social enfle. Des paysans modestes sont contraints à l'esclavage pour dette et le pire est à craindre. Les citoyens athéniens ne supportent plus les tyrans qui se sont imposés. Les tensions sociales sont venues évidemment des paysans les plus modestes, qui craignaient pour leur liberté tout simplement. Mais ils faisaient poids puisqu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les riches propriétaires. Une fois les tyrans chassés d'Athènes, ils ont eu besoin d'une nouvelle forme de gouvernement dans la ville. Ils ne faisaient pas confiance aux vieilles familles aristocratiques, qui avaient causé tous les problèmes. Ils ont donc inventé un nouveau système, d'après lequel votre importance dans le gouvernement dépendrait du groupe auquel vous appartenez, et non plus de votre nom de famille. Et cela a rendu tout le monde plus égal et permis de partager le gouvernement. C'est à Clisthène, un grand magistrat, que l'on doit les nouvelles réformes qui vont fonder le nouveau régime. Clisthène, qui fait partie d'une famille aristocratique très importante, est quelqu'un qui a
permis aux démos, au peuple, de participer au pouvoir. Il y a 2500 ans, en élargissant le nombre de citoyens appelés à voter, Athènes inventait un nouveau régime d'avenir, la démocratie. Le changement se manifeste aussi dans l'urbanisation. L'agora, le lieu de débat de la cité, a été déplacé au pied de la butte Kolonos Agoraios. Et de nouveaux bâtiments inhérents aux réformes engagées apparaissent en bordure. Les nouvelles réformes de Clisthène ont confié le pouvoir politique à 2 organes. D'une part à un conseil, nommé la Boulée, qui se réunissait dans ce bâtiment civique carré de 23 mètres de côté. C'était ce que nous appellerions un sénat. Ils l'appelaient Bouli ou Boulet. Et l'édifice qui les accueillait était le Bouleutérion. Chaque année, 500 Athéniens étaient choisis pour former le sénat, juste pour 1 an. À cette boulée, on adjoint une chose qui est tout à fait nouvelle, l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, puisque petit à petit, on va se rendre compte que si le Conseil prépare les lois, c'est l'Ecclésia qui les vote. C'est-à-dire qu'il y a petit à petit une mainmise du peuple sur les institutions. À présent, les électeurs ne sont plus exclusivement les plus riches, même s'ils ne représentent que 10% de la population. Tous les citoyens se réunissaient tous les 10 jours pour approuver ou voter contre ce que le Sénat avait proposé. C'est de ce côté de la place de l'Agora que la démocratie a été inventée. On y préparait les lois et décrets, rédigés sur papyrus ou sur des tablettes de bois blanc. La Boulée était le lieu où étaient conservées les archives de la ville. Il reste des vestiges, principalement des fondations. Mais nous avons des descriptions qui nous renseignent. Et cela donne un grand bâtiment carré d'environ 30 mètres de côté, ce qui semble assez grand pour 500 participants. Ils étaient nommés pour 1 an. N'importe quel citoyen de sexe masculin pouvait être membre de la Boulée, mais pas les femmes, ni les étrangers, ni les esclaves, bien sûr. La nouvelle agora abrite également un nouveau foyer de la cité, le Tholos. De forme circulaire, avec 6 colonnes centrales, il héberge le feu sacré de la cité. Ce Tholos sert également de résidence aux ambassadeurs étrangers. Et comporte même une cuisine afin de régaler les convives. C'est aussi le lieu où sont rendus les honneurs publics et les distinctions. Au 5e siècle, Athènes craint un péril terrifiant, l'immense empire perse. Il faut se soumettre ou résister. Athènes ose affronter les Perses et mène les Grecs à la victoire lors de la bataille de Marathon. Pourtant, Thémistocle, récemment élu à la tête d'Athènes, doute du maintien de la paix. La solution serait d'ouvrir Athènes vers la mer. La puissance navale d'Athènes a été créée grâce à un homme, Thémistocle, qui a insisté pour que les Athéniens construisent une flotte. Il était très prévoyant, un vrai homme d'État, et le pouvoir athénien du siècle à venir a été entièrement fondé sur cette marine. Athènes ne dispose alors que de quelques navires marchands. Le Pirée présente l'avantage d'offrir 3 bras de mer qui s'enfoncent dans les terres. Thémistocle va aménager le site du Pirée et le fortifier. Le Pirée est un endroit naturel, car il possède une colline fortifiable. Et il a 3 excellents ports, bien protégés. Et ce n'était qu'à 7 km de distance d'Athènes. C'est ni trop loin, ni trop près. Il y a de nombreux avantages, par conséquent, vous voyez, pour que le site du Pirée ait été choisi par les Athéniens à ce moment-là. Aucun Grec ne savait si les Perses reviendraient. Et les Athéniens ont eu de la chance, car ils ont trouvé un filon d'argent en 484 avant Jésus-Christ. Et Thémistocle les a persuadés de ne pas le dépenser, mais de l'investir dans 200 navires. Le Pirée va être divisé en plusieurs secteurs avec une importance toute particulière donnée aux ports militaires, avec ses arsenaux de bois et ses loges pour les trières.
Au Pirée, à l'ouest du port militaire, se tenait le marché international, l'Emporion avec ses 5 portiques. Un lieu couvert d'échanges et de transactions commerciales et de stockage. Avec des édifices comme la halle du blé, appelée le Portique Long, qui accueille les céréales importées, et la bourse de commerce maritime, désignée sous le nom de Deigma, où travaillent banquiers et agents de change. Plus loin, le quartier résidentiel, avec ses rues qui se croisent à angle droit. Ce plan orthogonal va se généraliser à toutes les villes nouvelles. Le tracé est géométrique, les rues sont perpendiculaires les unes aux autres, quelques-unes sont grandes, coupées par d'autres plus petites. Un combat sur terre contre les Perses serait voué à l'échec. L'ennemi est capable de mobiliser 1 million de soldats. Au port militaire, la construction de trières est décuplée. De 20 navires, Athènes passe à 200. Ces trières présentent une innovation offensive. Pour mieux éventrer l'adversaire avant l'abordage, les éperons au-dessus de la ligne de flottaison sont renforcés de plaques de métal. Thémistocle parvient par ruse à attirer la flotte perse, 3 fois plus nombreuse que la flotte grecque, dans un étroit goulet maritime. La victoire est éclatante. À Salamine, les Grecs ont tendu aux Perses un piège fatal, dont toute la gloire rejaillit sur Athènes. Quand les Athéniens ont vaincu les Perses à la bataille navale de Salamine, ils sont devenus la première cité de la Grèce antique. Désormais, sur mer, les Athéniens occupent la première place. Mais leur cité a beaucoup souffert. Il faut bien voir qu'en 480-479, au moment où les Perses quittent la région d'Athènes, Athènes est totalement dévastée. Athènes a été incendiée, l'acropole détruite, mais rasée complètement. C'est une catastrophe. La première urgence est de protéger son accès à la mer. Le couloir qui la réunissait au Pirée va être encadré par 2 longues murailles, les longs murs. Ils incluront dans leur enceinte les 2 ensembles urbains d'Athènes et du Pirée. Ainsi, face à un danger, la ville intérieure aura un avant-port protégé et ne pourra jamais être réduite à la famine. C'était une sorte de grand couloir qui reliait les 2 villes. Et c'était donc un site complexe, fortifié, à 2 têtes, en plaine et sur la mer. À l'époque de Périclès, ces longs murs hauts de 7 mètres enserraient un couloir étroit de 183 mètres de large. Pourquoi ? Parce qu'un espace réduit permettait de le défendre avec peu d'hommes, comme d'intervenir facilement des 2 côtés. Cet accès à la mer, en temps de paix, présente un autre avantage: délivrer la ville des soucis d'alimentation. Athènes pourra importer les denrées dont elle manque et même exporter ses produits et céramiques qui plaisent tant. Bien vite, la moitié du blé consommé à Athènes est importé d'Eubée, de Thrace et d'Égypte, mais aussi de cités grecques du Bosphore et des royaumes des rives nord de la mer Noire. La monnaie athénienne d'argent règne sur le marché méditerranéen et les revenus du Pirée et des mines d'argent sont estimés à 65% du budget de la mégapole. Athènes se présente alors entourée de sa muraille comprenant 9 portes. À l'intérieur de la cité, rien n'est ordonné. Les rues ne sont ni droites ni de même largeur, obéissant au relief aléatoire de la colline. Dans les quartiers populaires, les maisons sont très exiguës, percées d'étroites ouvertures. La lumière provient de la cour qui est au centre des activités de la maison. Elle se compose d'un rez-de-chaussée avec 1 ou 2 pièces minuscules. Les murs sont en bois, en briques crues et en cailloux, liés par un mortier fait de terre délayée. Les murs étaient faits de briques de boue séchées au soleil, assis sur une fondation de pierre. Ils devaient être mis hors d'eau, mais les murs eux-mêmes étaient très faciles à fabriquer, rapides et très bon marché à faire, juste en bout. Une fois plâtrés et protégés d'un toit, cela durerait indéfiniment. Nos citadins jettent leurs eaux usées dans la rue, et comme les rues ne sont pas pavées, lorsqu'il pleut, la boue est assurée.
Les Grecs n'ont pas pavé leur route autant que les Romains. C'était le plus souvent du gravier assemblé. C'était juste des cailloux et de la terre entassée. Et les routes se construisaient très rapidement au fil des siècles. Au Pirée, la nouvelle urbanisation n'est pas soumise au relief d'une colline. Dans la plaine, elle est au contraire tirée au cordeau. Athènes connaît un spectaculaire développement au 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes, c'est toute l'agglomération avec 140 villages et petites villes autour d'Athènes, en Attique, qui sont toutes importantes et qui participent autant à la force athénienne. Sur un territoire de 2650 mètres carrés, elle va compter désormais 400 000 habitants. Jamais on n'a vu une cité aussi peuplée, diront ses contemporains. À qui doit-on cet âge d'or? À Périclès, l'un des successeurs de Thémistocle à la tête d'Athènes, qui a de grands projets pour la cité. À l'issue des guerres médiques, les Grecs redoutent un retour des Perses. Par conséquent, beaucoup de Grecs se joignent aux Athéniens pour former une ligue défensive que l'on va appeler la Ligue de Délos. Délos est une île, un lieu neutre où sera conservé l'argent des 200 cités qui financent cette ligue de défense maritime. Elle préfigure déjà le futur empire athénien. Quelque temps plus tard, Périclès convainc ses alliés qu'il est préférable pour sa sécurité de déménager le trésor de guerre de Délos à Athènes. Cet argent va être utilisé pour démarrer un grand programme de construction. On décide, à partir des années 445, la reconstruction de l'acropole. Et cela va commencer par édifier le plus célèbre temple du monde, le Parthénon. Périclès est si fier de sa patrie et si dévoué à sa cité qu'il veut un édifice parfait à la gloire d'Athènes. Le Parthénon sera considéré par les Grecs comme le plus beau monument jamais édifié sur Terre. Il célèbre les arts avec splendeur. Quand les Athéniens ont pu construire les bâtiments de l'acropole, les grands temples de marbre, ils contrôlaient la plupart des ressources de la Méditerranée orientale. Aussi pouvaient-ils engager les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs, les meilleurs peintres. Ce temple dédié à Athéna sera un ouvrage monumental de 69 mètres 51 par 30 mètres 88. Pour la conception globale, la conception artistique du Parthénon fut confiée à Phidias, qui était le conseiller et le choix de Périclès. La structure du temple est entourée de colonnes au nombre de 46. On en dénombre 8 en façade et 17 de chaque côté. Ces 46 colonnes extérieures s'élèvent à 10 mètres de haut. Une plateforme surélevée en pierre soutient les murs d'une salle rectangulaire qui a été divisée en 2 pièces. La statue d'Athéna, debout sur un socle, sera exposée dans la plus grande et impressionnera par ses dimensions colossales. L'architecte de génie derrière le programme était un homme appelé Phidias, qui était à la fois le sculpteur et le concepteur des plans des bâtiments construits. Il fut également le sculpteur qui réalisa la statue en or et ivoire qui se dressait dans l'acropole. L'autre pièce, plus petite, abritait le trésor de guerre de la Ligue de Délos et les offrandes faites à la divinité. Rien n'est ce qu'il semble être. Les lignes du Parthénon semblent parfaites. En réalité, l'architecte n'a pas eu d'autre choix pour atteindre cette perfection que de corriger légèrement les perspectives. Pour aider l'explication, nous les avons volontairement exagérées. Si le monument avait été construit sur un sol plat, nous l'aurions vu ainsi, à hauteur d'homme, avec l'impression que ses colonnes s'écartent au sommet.
Les Grecs ont utilisé 2 points de fuite, rendant ainsi le sol convexe, ce qui eut pour effet d'incurver légèrement les colonnes vers l'intérieur. En outre, les colonnes d'angle sont plus épaisses, afin de se détacher nettement. Notre œil les aurait vues autrement plus minces. Et l'on se rend compte que les Grecs du 5e siècle maîtrisent complètement les lois de l'optique et de la perspective. La plus grande force de l'architecture du Parthénon sont ses corrections. C'est pas la ligne droite qui fait du Parthénon un chef-d'œuvre, c'est la déviation de la ligne droite. Donc la réalité, c'est une réalité qui appartient à l'œil et pas dans le monde bâti. Pour construire cet édifice remarquable, tout de marbre, il a fallu surmonter plusieurs difficultés. Les carrières de marbre les plus proches sont à 16 km de distance sur le mont Pentélique. Chaque bloc est prédécoupé sur place et grossièrement taillé avec juste des encoches de levage et pèse entre 2 et 5 tonnes. Le bloc est chargé sur un chariot tiré par des bœufs. On sait qu'un bœuf parcourt au pas 1,5 km en 1 heure et en déduire qu'il fallait entre 5 et 7 heures de marche pour amener chaque bloc en bas de l'acropole. Sur le flanc ouest de l'acropole, un 2e attelage prenait en charge le bloc. Une rampe a été créée pour permettre d'acheminer ces lourds blocs de pierre qui devront ensuite être hissés au sommet de la colline. Une 3e équipe avait pour mission de décharger et de mettre en place le bloc. Mais comment les anciens faisaient-ils pour manipuler de manière précise ces blocs de plusieurs tonnes? Depuis des millénaires, l'on sait transporter de lourdes charges. Mais les techniques n'évoluent guère. On tire la charge sur une surface plate et l'on élève les blocs à l'aide de leviers. Depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, nos inventeurs grecs ont créé une révolution technique en imaginant la poulie et le palan. En mettant au point plusieurs systèmes qui utilisent 2 à 3 poulies ensemble, les inventeurs vont réussir à démultiplier de manière spectaculaire la force humaine. Les Grecs de l'Antiquité ont imaginé des machines de levage extraordinaires. Découvrons-en quelques-unes. Pour élever des charges lourdes, on utilisait un treuil démultiplié. La structure était constituée de 2 gros mâts qui se rejoignaient au sommet de l'engin. Pour monter ou descendre la charge, on utilisait 2 cordes liées à un système de palans afin de réduire l'effort de la manœuvre. Cet engin était en mesure de soulever des blocs de 2 tonnes à une hauteur de 6 mètres. Pour gagner du temps, il fallait aussi pouvoir se déplacer le long de la structure à édifier. Mais comment s'y prendre? Cet engin de levage mobile était monté sur des galets afin de pouvoir être déplacé latéralement. Ainsi, toute la structure était rassemblée sur une plateforme mobile. Les pieds des 2 gros mâts venaient s'articuler au bord de la plateforme. Ces engins de levage pouvaient se combiner et associer plusieurs échafaudages ensemble. À quoi ressemblaient ces curieuses machines? L'élévateur à 4 mâts se composait d'un échafaudage de 4 poutres verticales dont la plateforme supérieure supportait un treuil à cabestan. La charge de 2 tonnes était suspendue à un palan à l'intérieur de la cage. La connaissance unique des Grecs de l'Antiquité, des mathématiques et de l'ingénierie permit au Parthénon de naître. 1000 ouvriers travaillent sur le chantier. Chaque colonne est constituée de 10 à 12 blocs tenus par un goujon de métal. Lorsque la colonne est montée, une équipe de tailleurs de pierre termine les finitions. De nos jours, les techniques de restauration veillent à reproduire fidèlement ces techniques antiques et l'on taille aussi une fois l'élément monté. Ce sont 46 colonnes culminant à 10 mètres qu'il a fallu bâtir pour édifier ce temple qui va devenir le plus bel emblème de l'architecture classique. Le Parthénon a la particularité de se présenter comme un temple de style dorique.
dans lequel furent intégrés des éléments de style ionique. Le style dorique est très dépouillé. Les colonnes n'ont pas de base. Elles sont imposantes et coiffées d'un chapiteau simple. Le style ionique présente une base de colonnes moulurées et l'on trouve un chapiteau à volute enroulé au sommet. C'est un style travaillé avec raffinement, plus fin et plus élancé. Le Parthénon combine l'ordre dorique et ionique, et c'est une distinction géographique. Plus que tout, l'ordre dorique a été inventé dans le Péloponnèse et dans le monde grec occidental. Le style ionique vient des îles de la mer Égée et de la côte ouest de l'Asie mineure. Et Athènes est physiquement au carrefour de ces deux zones d'influence. Il s'agit donc d'un jeu d'architecte, mais en même temps, il s'agit d'un jeu politique. D'une certaine manière, c'était dire Athènes, c'est la Grèce. Au-dessus des chapiteaux des colonnes, nous trouvons une partie nommée l'architrave, puis la frise sculptée, peinte en couleur. Intérieur et extérieur des temples étaient toujours peints de couleurs vives, bleu, blanc, rouge et or. Les temples grecs étaient polychromes. La vie grecque était polychrome. Donc cette animation de la matière brute faisait partie de l'esprit grec de l'Antiquité. Et si vous pensez Grèce ancienne, l'Athènes ancienne, il faut toujours la voir en polychromie. Les couleurs se diluèrent au fil des années et des siècles, à devenir aussi blanches que leur grand âge. Au-dessus de la frise, enfin, le fronton du temple de forme triangulaire. C'est au musée de l'Acropole que l'on peut admirer les reconstitutions de ces frontons. Celui à l'est a pour thème la naissance d'Athéna, sortie en armes de la tête de Zeus, roi des dieux, tandis que le fronton ouest narre le duel d'Athéna et de Poséidon, tous deux désireux de devenir le protecteur de la ville. Les matériaux les plus nobles ont été acheminés à Athènes. Le marbre blanc du mont Pentélique, mais d'autres colorés, destinés à des marqueteries de sol, viennent de toute la Grèce et sont confiés aux soins d'artisans réputés. La décision de construire ces temples signifie qu'un nombre énorme de personnes a été mis au travail. Plutarque décrit littéralement des dizaines de professions venues apporter le marbre, les animaux de bas qui le portaient et le transportaient jusqu'au sommet. Peintres, sculpteurs, menuisiers, des dizaines de métiers et des centaines de personnes furent nécessaires pour bâtir ces grands bâtiments. Imaginez les efforts que les anciens ont dû fournir. 22 000 blocs pour un poids de 100 000 tonnes de marbre ont servi à l'édification du Parthénon. Il a fallu seulement 9 ans pour construire le Parthénon, sur le plan architectural. Ils ont continué à travailler sur le bâtiment encore 6 ans, afin de réaliser la sculpture qui le décorait. À l'intérieur du Parthénon, les Athéniens pouvaient admirer la statue colossale d'Athéna, haute de 12 mètres, composée d'or et d'ivoire. La statue d'Athéna a été conçue selon un procédé connu en Grèce classique. Sur une ossature de bois, on fabriquait un mannequin de la taille de la statue. On ajoutait de l'ivoire pour figurer la peau, puis on la vêtait de plaques d'or dont le poids laisse rêveur. 1 tonne d'or. La tête de la statue supportait aussi une coiffe en or battu. La statue d'Athéna, que l'on appelle la statue chryséléphantine parce qu'elle était faite d'or, chrysos en grec, et d'ivoire, éléphas en grec, n'était pas une statue de culte. On ne venait pas se prosterner devant cette statue immense, mais c'était en quelque sorte une offrande faite par les Athéniens à Athéna. Le miroir d'eau qui précède la statue intrigue. Répond-il à une volonté esthétique de mise en scène ou au désir de maintenir une distance avec la divinité? Ce miroir d'eau placé au pied de la statue servait en réalité à humidifier l'air. Il fallait préserver les éléments d'ivoire de la statue qui auraient pu se dessécher ou pire, se fendre. Même ses yeux étaient constitués de pierres précieuses.
cette statue immense couverte de plaques d'or était une offrande. Un don d'une grande magnificence des Athéniens envers leur déesse mère pour la remercier de ses bienfaits. Mais cette richesse affichée était aussi une sorte de livret d'épargne pour la cité, qui pouvait y avoir recours si nécessaire, notamment en cas de guerre. Son prix est estimé au double du Parthénon, qui en est l'écrin. Au moment où il fallait reconstruire Athènes comme le centre de ce monde, Périclès a décidé de faire déménager l'argent, l'or, de Délos à Athènes et de le loger dans le Parthénon. Le Parthénon servait de coffre-fort aux tribus annuels, versés par les 200 cités de la Ligue de Délos, pour assurer leur défense. Les Athéniens se sont servis de ce trésor pour toutes leurs affaires intérieures. On sait que la démocratie, par exemple, qui finissait par coûter cher, puisque on payait les magistrats, les membres de la boulée étaient payés, les jurys des tribunaux étaient payés, eh bien cet argent venait aussi du tribut des alliés. C'est pas un temple en réalité, c'est plutôt une banque. Le Parthénon aura nécessité 15 années de travaux, ce qui ne lasse pas d'étonner ses contemporains. Réussir à faire aussi grand, aussi beau et en si peu de temps reste une incroyable prouesse architecturale qui fera dire à Périclès « Les hommes de l'avenir s'émerveilleront de nous comme le font tous les hommes d'aujourd'hui ». Les sculptures de Phidias réalisées sur le Parthénon sont particulièrement éblouissantes. Et pourtant, il était difficile d'en contempler certaines, comme la frise au niveau du plafond. Mais nous pouvons la découvrir à hauteur d'homme, entièrement reconstituée au musée de l'Acropole. Cette frise, présentée comme une longue bande sculptée de 160 mètres, est haute de 1 mètre. Elle illustre la procession des grandes Panathénées, délicatement sculptées dans un relief de 6 cm et demi. Les Panathénées étaient les principales fêtes d'Athènes, données en l'honneur de leur déesse tutélaire, Athéna. Et elles étaient célébrées avec le plus grand faste, tous les 4 ans. Mais chaque année, il célébrait son anniversaire. Grâce à Phidias, qui a illustré le départ de la procession, nous pouvons en découvrir les participants. Musiciens, cavaliers, prêtres, jeunes filles portant des offrandes, animaux destinés au sacrifice. Il y avait aussi des épreuves culturelles, des épreuves de poésie, de rhapsodie, mais aussi des épreuves sportives. Les grands jours, ils avaient des jeux et des concours. Ils organisaient une grande procession et sacrifiaient une centaine de bovins. Ils revêtaient la statue d'Athéna d'une nouvelle robe tissée. Ainsi, elle avait sa nouvelle garde-robe chaque année. Et fondamentalement, ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour plaire à leur déesse. Les Panathénées, comme son nom l'indique, c'est tout pour Athéna. La population d'Athènes s'élève à environ 400 000 personnes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Aucune cité de l'époque ne rivalise avec elle. La société est alors divisée en 2 groupes, les citoyens et ceux qui ne le sont pas, la plus large majorité. Les femmes, pour commencer, avec les enfants, représentent 100 000 personnes. Elles sont mineures à vie, priées de s'occuper de leur intérieur et d'élever les enfants. Il y a 40 000 étrangers à la cité, que l'on nomme métèques. Ce sont pour la plupart des artisans et commerçants installés qui ont le droit de travailler, mais pas de voter. La ville compte aussi plus de 120 000 esclaves. Si les citadins disposent d'une pièce principale et d'une à 2 chambres, les maisons des plus riches se distinguent par un grand nombre de pièces, toutes articulées autour de la cour, qui est le centre de la maison et par laquelle on arrive de la rue. Parfois pavée, la cour est généralement entourée de colonnades. Les maisons riches ont creusé leur puits personnel et la cour est un lieu d'échange et de travail. En façade, on trouve sur un soubassement en pierre les murs de briques crues décorés d'un enduit de chaux pour les blanchir, mais aussi d'étroites fenêtres et un toit de tuiles d'argile. Dans une maison aisée, on trouve un vestibule et un espace sur un côté réservé aux hommes. L'androne est une pièce de réception.
C'est la salle où l'on affiche son prestige social. Des banquettes ou s'allonger, disposées le long des murs, en font la salle réservée aux banquets, alors exclusivement masculins. Il y a aussi une ou plusieurs pièces où entreposer les réserves. Une salle de bain, une cuisine avec un foyer allumé à même le sol, des chambres, une salle à manger. Parce que l'on vit beaucoup dehors, peu d'importance est accordée au mobilier, qui est avant tout utilitaire. Et l'on sort volontiers de la maison à l'occasion des fêtes religieuses qui rassemblent tous les Athéniens. Les Dionysies, en l'honneur du dieu du vin, vous amènent jusqu'au théâtre. Ce théâtre que nous découvrons dans son état actuel date en réalité de l'époque romaine. Il est à l'emplacement de celui de Périclès, plus ancien, conçu en bois et dont il ne reste rien. Mais la mémoire collective se souviendra à jamais qu'il fut le premier théâtre du monde occidental. Le théâtre de Dionysos était un édifice immense, un lieu de fête religieuse dédié au dieu du vin et de la fête. Tout un programme. Le théâtre grec, c'est pas du tout ce qu'on entend par théâtre de nos jours. C'est pas un divertissement. Dans le théâtre, on est en train de mettre en scène des histoires qu'il faut que tout le monde connaisse pour se bâtir l'idée de soi, l'idée de la communauté, l'esprit commun. On y raconte ce qui a formé la ville, on y raconte aussi les questions contemporaines et cruciales de la ville. C'est plutôt une école, c'est une université, on aurait pu dire, un amphithéâtre où vous avez des grands discours, mais ces discours sont les discours fondateurs de ce qu'est la ville et la vie civique. Aucune civilisation antique n'a eu encore l'idée de placer le public de manière circulaire autour de l'action. Ce théâtre de bois, à flanc de colline, est carré, mais néanmoins étagé en gradins pour le confort visuel des spectateurs. Il n'a pas de mur, mais le paysage pour décor. Ce théâtre était adossé au rocher naturel de l'acropole. Ses gradins étaient rectilignes. Le premier rang, sur un seul degré, était réservé à l'élite, aux magistrats. Il pouvait être en pierre. Puis suivait un échafaudage de bois de 45 gradins, formé de planches d'environ 65 cm de profondeur pour la population. En bas, nous trouvons un lieu scénique double avec un espace circulaire nommé l'orchestra, une scène de terre battue qui accueillait le chœur, les chanteurs, les danseurs et les musiciens, et une estrade de bois longue et étroite de 3,30 m. Si au départ on y parle ou chante la gloire des héros grecs, c'est bien dans ce lieu au 5e siècle que naquirent le théâtre et la tragédie. Sur l'acropole, le Parthénon domine l'espace sacré. Mais cet espace n'est pas séparé du monde des hommes. Il faudrait faire une entrée. Les propylées seront le nom donné à cette porte d'entrée spectaculaire sur l'acropole. Périclès voudrait cette entrée absolument unique, spectaculaire, destinée à inspirer le respect dès l'arrivée sur l'acropole. Elle doit être monumentale. Un édifice physique qui marque l'entrée du sanctuaire et sépare nettement le monde des hommes et des dieux. Le véritable défi pour l'architecte, c'était de construire cette immense porte d'entrée sur un terrain en forte déclivité. On peut dire d'ailleurs que les propylées ont été plus difficiles à construire que le Parthénon. Mais à Athènes, où l'on se pique d'exalter la grandeur et la beauté, un seul bâtiment d'une pièce n'est pas concevable. Il faut imposer une architecture à un rocher. Et ce n'est pas pour un bâtiment fonctionnel, mais pour une entrée. Les propylées formeront la plus majestueuse des entrées de temples. Conçue avec un bâtiment central, une immense pièce rectangulaire bordée de colonnes, flanquée de 2 ailes latérales. La construction des propylées a été admirablement gérée. Le corps central de l'édifice et ses 2 ailes de part et d'autre sont somptueux, offrant l'extraordinaire en moins de 5 années.
Grâce à 3230 mètres cubes de marbre, la magnifique entrée sur l'acropole désirée par Périclès est achevée. Les Athéniens aiment s'entourer d'art et de beauté. Alors Périclès a fait de l'aile nord des Propylées l'une des premières galeries de peinture au monde. La Pinacothèque était une petite réserve dans laquelle il y avait des tableaux. Des tableaux qui étaient sur un support de bois. Et évidemment, nous n'avons conservé aucune trace, parce que c'est un matériau périssable. Mais on sait que des scènes mythologiques étaient représentées, notamment des scènes de la guerre de Troie, par exemple, mais également des scènes de la mythologie athénienne. L'aile sud, plus petite, est une entrée qui mène à l'ouest, au temple d'Athéna Niké, qui veut dire la victoire. Les Propylées franchis, le visiteur voyait face à lui une immense statue d'Athéna en armes de plus de 9 mètres. À sa gauche, il découvrait des bâtiments administratifs, mais aussi la maison des arts et forts. Un lieu réservé aux 4 fillettes, choisies parmi la noblesse, pour tisser la tunique d'Athéna annuelle, offerte à l'occasion des Panathénées. Le visiteur, à sa droite, découvrait 2 petits sanctuaires aujourd'hui disparus. Le sanctuaire d'Artémis Broronia et celui d'Athéna ouvrière. Avant d'atteindre le somptueux Parthénon. Les Grecs avaient su créer une civilisation exceptionnelle, dont Athènes resterait le plus bel emblème. La beauté de ces réalisations serait louée dans le monde entier, imprimant au monde occidental une empreinte artistique unique. L'héritage de l'Athènes antique dans les domaines des arts, de la perfection architecturale, de l'urbanisme, des sciences et de la pensée lui réserve à jamais une place d'honneur dans l'histoire de l'humanité. Et la majesté de ces monuments toujours dressés continue de nous rappeler pour des temps immémoriaux quelle fut la première mégapole du monde occidental.